Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la question des masculinités et de la et de la santé mentale qui est présenté par l'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Montréal. Donc, notre invitée aujourd'hui est Sonny Carpentier, que je vais présenter dans quelques instants. Euh, Ceux qui nous connaissent pas, peut-être, donc l'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Montréal, on est un organisme communautaire qui œuvre en promotion et prévention en santé mentale. Donc, on fait ça à travers des conférences, des Voilà. ateliers, des outils en ligne, Hein? des Un nouveau pièce? articles de C'est bon? blog, etc. Si notre offre de service C'est ça, vous ça vient avec. intéresse, je vous invite à aller voir notre site web. Dans le fond, ça, c'est notre deuxième webinaire de la saison 2025-2026. Donc, on a une série de webinaires de planifier. Je vous invite à aller voir notre site web. On va vous partager le lien dans le chat. Si vous voulez, si ça vous intéresse, dans le fond, de suivre d'autres webinaires. Donc, on en a un dans 2 semaines qui va être sur la paire aidance en santé mentale avec Sonia Dupéry, que je vois qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, ça va être le 20 novembre. Donc, je vous invite à aller voir notre site web là, pour voir la programmation entière. Puis, juste quelques règlements pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, je vous invite à fermer votre micro pendant le temps de la discussion avec Sony. Après, vous allez voir qu'on divise dans le fond la conversation en 3 sections. Donc, après chaque section, on va ouvrir, dans le fond, la parole. Donc, si vous voulez poser une question de vive voix, on va vous inviter à le faire ou ça peut être fait par le chat. Puis, on va aussi avoir un espace de discussion, donc un moment de discussion à la fin du webinaire également. Je vous remercie encore une fois d'être avec nous. Je vais commencer tout de suite à présenter Sonny, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Sonny. Originaire du Témiscamingue, Sonny Carpentier est étudiant au doctorat en sociologie à l'UQAM, ainsi que membre étudiant de la chaire de recherche Erika du RECEF et de l'IREF. Il s'intéresse aux masculinités dans une perspective féministe critique. Son mémoire de maîtrise portait sur les hiérarchies de masculinité entre les hommes homosexuels et ou queer. Et pour sa thèse, il s'intéresse à l'apprentissage des normes de masculinité chez les adolescents. Avant d'étudier en sociologie, il a obtenu un baccalauréat en communication profil télévision de l'UQAM ainsi qu'un certificat en journalisme de l'Université de Montréal. Donc, euh, Bonjour Sonny, je t'invite à bonifier la bio si tu le souhaites, si tu souhaites ajouter quelques informations. Merci. D'abord, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de voir le nombre de personnes qui sont présents et présentes. Je trouve ça toujours fascinant. En fait, je suis toujours touché de voir le nombre de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. On sait que c'est super discuté dans l'espace public, puis je trouve ça intéressant qu'on ait des espaces pour en discuter, puis de manière comme nuancée. Donc, je suis content de voir la belle participation. J'ajouterais, Fanny, que, bon, là, ça s'appelle masculinité et santé mentale. Je vais dire tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de la santé mentale, mais ne partez pas. Dans le fond, le pari qu'on fait, c'est que de parler des masculinités, de comprendre comment les masculinités sont apprises, ils sont maintenus de manière sociale. Donc moi, évidemment, je suis en sociologie. Ben, ça peut outiller là, à réfléchir le sujet de la santé mentale. Je suis pas non plus un intervenant. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui font de l'intervention. Moi, c'est pas mon travail. Donc, tant mieux si vous en ressortez avec des outils qui peuvent être utiles dans vos pratiques. Mais c'est pas ma spécialité. Donc, tu sais, moi, je travaille vraiment à étudier le sujet des masculinités, puis on pourra donc en parler. Donc, merci d'être là, puis merci aussi, Fanny, pour cette occasion. Merci à toi, puis je pense que c'est un super point que tu apportes. Pour rebondir là-dessus aussi, l'objectif de cette série de webinaires, c'est vraiment de réfléchir justement à des questions qui sont liées à la santé mentale et à des enjeux qui sont clairement nommés au sein de la population. Puis nous, en tant qu'organisme en promotion et en prévention de la santé mentale, notre objectif, c'est pas ici de donner non plus des outils.
d'intervention ou quoi que ce soit, mais c'est plus d'informer et d'éduquer la population sur des enjeux qui sont liés à la santé mentale. Donc ici, pour ce webinaire, ça va être la masculinité. Et bien sûr, là, s'il y a des personnes justement intervenantes dans le public, ça va nous intéresser aussi si vous avez peut-être comme des pistes ou des réflexions. Puis vous allez voir qu'on a comme un bloc, en fait, le bloc numéro 3 qui est le dernier bloc, qui est vraiment plus dans l'action. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour comme défaire nos préjugés, puis pour mieux accompagner les gens autour de nous, que ce soit en tant que proche aussi, en tant qu'ami, en tant que collègue. Donc, ça va bien au-delà là, de l'intervention en santé mentale. Donc, pour commencer, tu l'as dit un peu, là, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus. On parle beaucoup aussi de masculinité toxique dans les débats publics, dans les médias dernièrement. Euh, Puis ça permet de nommer certaines attitudes ou des comportements qui sont problématiques liés aux normes de genre. Par contre, cette expression-là est souvent mal comprise, ou aussi perçue comme une critique de la masculinité en général. Je pense que ça serait important, en commençant justement, ben, de définir c'est quoi la masculinité toxique, ou en tout cas ce qu'on on définit comme masculinité toxique dans le débat public, puis en quoi est-ce qu'elle est différente de la masculinité de façon générale. On commence avec les grands sujets. Donc, effectivement, la masculinité toxique, je pense que c'est un terme qui est vraiment beaucoup utilisé. Moi, je ne l'utilise pas. En fait, c'est un terme que je trouve euh, qui est pas utile en fait, puis qui sert pas la cause. Je vais vous expliquer pourquoi en plusieurs raisons. Ben, d'abord, pourquoi il a été important, puis quel changement il a permis ce terme-là, c'est que dans les luttes féministes, je pense que ça a permis de nommer des choses qui étaient invisibilisées. Je pense que ça a permis de nommer des violences, par exemple. Ça permet de nommer, de visibiliser un système qu'on sait qui existe. Cela dit, fait que ça, je pense que pour ça, c'est une belle chose. Je pense, cela dit, qu'on peut évoluer à partir de là, puis peut-être définir un peu plus nos termes, puis mieux réfléchir aux questions des masculinités. Parce que le terme de masculinité toxique, à mon avis, ben, d'abord, d'un côté sociologique, là, en termes de recherche, il définit rien. Moi, par exemple, dans la recherche que j'ai menée auprès d'hommes, chaque fois que je leur ai demandé de me définir ce qui, pour eux, était de la masculinité toxique, les réponses étaient vraiment variées. Puis il n'y a personne qui a réussi à s'entendre. Souvent, c'était des images très, très brutales. On nommait beaucoup une masculinité que j'aime dire spectaculaire, qui existe évidemment, là. Euh, mais on réussit pas en recherche à cibler ce que serait la masculinité toxique. Donc déjà, c'est un enjeu en termes de recherche. Si on réussit pas à s'entendre sur ce que c'est, on peut pas l'évaluer, on peut pas le visibiliser. Puis non seulement ça aussi, je l'ai un peu dit, la masculinité toxique dans l'imaginaire, c'est toujours une masculinité qui est très, très grande, qui est très violente. On va avoir cette idée-là d'une masculinité toxique. Par exemple, on peut parler de féminicide, de violence sexuelle, par exemple. C'est un peu attaché à ça. Puis quand on demande, dans la recherche que moi j'ai menée, il n'y a aucun homme qui a réussi qui se nommait dans la masculinité toxique, qui était capable de s'envisager dans cette masculinité-là. D'abord, je comprends, quand on a cette idée-là d'une hyper-violence, on ne s'associe pas à ça. Donc, je pense aussi que dans le niveau de l'intervention, de la discussion avec les hommes, c'est un outil qui n'est pas très utile parce que ça ne permet pas aux hommes de s'entrevoir parce que c'est nécessairement négatif. Puis un autre enjeu que j'ai avec ce terme-là, c'est qu'il enferme en fait. Tu sais, il enferme beaucoup dans l'idée qu'il y aurait une seule masculinité ou que toute la masculinité serait toxique. Mettons que je mets des nuances là-dedans, moi je suis d'accord qu'il y a un système qui crée des masculinités, qui maintient des normes masculines qui peuvent être néfastes. Donc ça, oui, absolument. Mais de là de dire que toutes les formes de masculinité sont toxiques, je pense qu'il y a un enjeu à ça aussi. Donc, si je résume, d'une part, dans la recherche, c'est inutile parce qu'on ne réussit pas à le définir. Puis d'une autre part, ça ne permet pas d'entrer en interaction. Ça ne permet pas de lancer un dialogue. Fait que je pense qu'on est peut-être dû pour trouver de nouveaux termes, de nouvelles façons d'aborder cette question-là, tout en reconnaissant qu'il y a des violences, mais aussi en responsabilisant un peu autour de ça. Merci beaucoup. Puis tu utilises beaucoup, tu parles beaucoup de masculinité au pluriel, puis c'est aussi le titre qu'on a donné à cette conversation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de masculinité au pluriel? Puis est-ce que ça serait justement ben, une façon de se détacher un peu de la question de juste la masculinité toxique
pour aller chercher un peu plus de nuances, justement, quand on parle de masculinité. Ben absolument, tu sais, probablement, ça fait depuis, la recherche sur les masculinités, ça date, ça a émergé avec les études féministes, donc dans les années 70 évidemment, quand on a fait comme, hey, il y a comme une manière d'être femme qui nous est imposée, puis peut-être qu'on n'est pas ça. Puis tu vois, je pense que dans les années 90, ça a été beaucoup repris du côté des hommes, fait, hey, peut-être qu'il y a une manière qu'on nous impose d'être un homme, puis dans le fond, peut-être que c'est plus varié que ça. Il y a Raewyn Connell, qui est une sociologue australienne que j'aime beaucoup, qui est quand même très centrale dans l'étude des masculinités. J'ai quelques critiques quand même, mais bref. Puis elle est arrivée avec cette idée-là qu'en fait, il y a plusieurs formes de masculinité, qu'il y a plusieurs moyens d'être un homme, ce qui, je vous dis ça en ce moment, je pense que ça surprend personne. Évidemment, nos vies sont variées, la manière dont on réagit est variée. Puis c'est pas simplement qu'il y a différentes masculinités. C'est pas nécessairement que chaque homme a sa forme de masculinité, c'est aussi que chaque homme, dans sa journée, euh, va performer une masculinité différente. Je m'explique. Moi, par exemple, quand je vais au gym, j'ai pas la même masculinité que quand je suis avec ma mère, par exemple. Je sais que au gym, c'est un espace dans lequel je me sens pas super à l'aise. J'ai l'impression de pas connaître tous les codes, donc je vais être un peu plus stoïque. Je vais être plus fermé. C'est pas tant que je vais être fermé face aux autres, c'est plus que je veux me protéger. Donc ma masculinité au gym n'est pas la même que quand je suis en train de cuisiner une sauce à spaghetti avec ma mère, puis on jase, puis je suis pas mal plus lousse, par exemple. Donc le fait de réfléchir les masculinités d'une manière dynamique, ça permet de visibiliser les différentes choses. Moi, une chose qu'on me dit souvent, des femmes qui me disent, par exemple, ah, ben moi, mon chum, quand il est avec moi, il est différent qu'avec sa gang de gars. Ben moi, je réponds à ça évidemment, parce que le contexte est différent. Il y a une confiance, une vulnérabilité qui s'est établie dans le couple la majorité du temps, qui permet d'être beaucoup moins dans des normes masculines, de se protéger en société. Tandis qu'avec une gang de gars, ça dépend de la dynamique de l'amitié, évidemment, mais on aurait peut-être tendance à être plus de se tester sur la masculinité, par exemple. On voit que, en tout cas, je peux aller vraiment loin parce que vous comprendrez que c'est un sujet qui me fascine, mais la masculinité va être différente. Donc, le fait de réfléchir les masculinités au pluriel, ça permet de voir un peu que le vécu va être différent selon les normes d'un espace. Donc, il faut vraiment réfléchir au contexte dans lequel la masculinité se déploie. Est-ce que c'est un contexte qui est sécuritaire ou pas? Est-ce que c'est un contexte où c'est de l'inconnu? Donc, puis ça, évidemment, n'importe qui dans le monde fait ça, s'adapter. Donc, la masculinité va s'adapter aussi dans une forme de vouloir bien passer, de vouloir respecter des normes ou aussi de se protéger parfois de certaines choses. Merci. Puis je pense qu'on va revenir à ces questions-là, qu'on va parler comme un peu plus de, ben, c'est quoi en fait ben, les solutions ou les pistes de solutions quand on parle des impacts, par exemple, de la masculinité toxique ou de désapprendre cette domination masculine-là. Ben, je pense que tout est dans la question de l'espace puis de pouvoir justement être ben, sûrement comme une version, j'aime pas le terme authentique, là, mais une Ouais. version peut-être où on se permet d'être soi-même et de parler de nos émotions, etc., qui peut être justement un, un facteur de protection en santé mentale. Puis là, on m'indique que mon Wi-Fi bug un peu, Mhm. donc je suis vraiment désolée pour ça. J'ai des petits problèmes d'Internet. Mais justement, tu parles d'une variation en termes d'espace, donc on va comme performer une forme de masculinité, dans le fond, dépendamment de l'espace où on va. Puis je pense que euh, il y a aussi cette question-là aussi qui a été discutée beaucoup chez les féministes. Euh, puis, quand on parle, par exemple, de culture, d'orientation sexuelle, comment est-ce que la notion de masculinité varie aussi selon les différentes identités? Bonne question. Du côté des cultures, moi, je suis pas anthropologue, donc je peux pas vous dire dans d'autres cultures, par exemple, ailleurs sur la planète. C'est pas mon sujet d'intérêt. Cela dit, évidemment, il va y avoir des variations. Par contre, de mon point de vue, qui est d'études féministes, je dirais que ben, on est tous et toutes dans un système qui est patriarcal dans la mesure où on a cette idée-là du masculin qui serait dominant. Donc, où que l'homme doit prendre
peut-être dans le prendre soin, mais protéger les autres. Fait que ça, on le voit que c'est un peu partout dans toutes les cultures. On le voit vraiment sur différentes recherches que je lis. Par exemple, je lisais ce matin une recherche qui était en Ouganda. On retrouve un peu ces mêmes... les enjeux liés à la masculinité sont un peu les mêmes partout. Sur l'identité, ben là, on touche à ma recherche précisément de maîtrise. Donc, moi, je me suis intéressé à comment parce que mon idée de départ, c'est qu'on a beaucoup cette idée-là que les hommes homosexuels ou queer, par exemple, vont nécessairement être des alliés féministes, des alliés à la cause féministe. Puis j'avais l'impression qu'on avait peut-être des, des schémas qui se ressemblaient dans la dynamique de pouvoir. Puis ce que j'ai pu observer, c'est que même dans des masculinités homosexuelles, ou que moi j'utilise le terme homo-masculinité au pluriel, encore une fois, ben, il y a la dynamique de pouvoir du masculin et du féminin qui revient. Donc, en l'absence de femmes, les hommes reproduisent du féminin pour rester masculins. C'est une grosse idée, mais pour être clair sur cette idée-là, par exemple, ben, tu sais, moi, j'ai étudié une communauté fermée d'hommes homosexuels et ou queer, donc il y avait que des individus s'identifiant comme masculins, mais on avait beaucoup de présence du féminin. On disait, ah, mais tu sais, les gays plus efféminés, les gays plus gays même. Donc, il y a cette idée-là il y a un spectre parmi les hommes de féminin à masculin. On peut être un homme plus féminin puis un homme plus masculin, puis il y a un rapport de pouvoir qui vient avec ça. Souvent, les hommes qui étaient jugés plus masculins avaient plus de privilèges dans la communauté. Donc, on voit que ce système-là se reproduit partout. Donc, même dans des identités où on a l'impression qu'ils peuvent venir challenger ce système-là, on voit quand même un retour, une intégration de la norme masculine qui se reproduit quand même. Donc, même les hommes homosexuels cherchaient, dans ma recherche, à incarner une masculinité plus virile, comme on pourrait dire, ou masculinité plus rigide quand même. Donc, les normes, il n'y a personne qui réussit à échapper aux normes, en fait. C'est surtout ça qu'on peut voir. Merci beaucoup. Ben, je pense que comme ça résonne beaucoup avec ben, quand on parle de santé en général, mais aussi santé mentale avec les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire que on évolue dans un monde, puis le monde dans lequel on évolue va avoir un impact sur non seulement comment on se développe en tant qu'individu, mais aussi sur notre santé mentale, que ce soit bénéfique ou nocif. Puis on va passer plus à justement ben, les conséquences, mais avant ça, je voulais voir un peu s'il y avait des questions de la part des participants, du public. Si vous avez des questions par rapport aux définitions, là, on a comme amené plusieurs définitions, plusieurs mots-clés. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Il n'y aura pas Puis de n'hésitez pas, parce PowerPoint que ou d'aide-mémoire, désolé. puis aussi, j'ajouterais, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que là, le temps il est limité. J'ai l'impression que je vous Ouais. ai vomi ma recherche des dernières années en quelques éléments, donc n'hésitez pas si c'est pas clair. Puis j'ajouterais aussi, pendant qu'il y a des gens peut-être qui veulent inscrire leurs questions dans le chat, que évidemment, là, on parle de normes, mais la réalité est qu'on n'est pas toujours dans des rôles qui sont fermés, c'est dynamique. Tu sais. Fait que là, même si des fois je vais vous parler de choses qui sont peut-être un peu comme des images ou tout ça, dans la réalité, il n'y a personne qui n'est que masculin, que féminin, tout ça change tout le temps. Ouais, Alors c'est en oui. mouvement. Je pense qu'il y a une question de Lynn. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est pertinent, mais moi, j'en viens de me demander, dans les schémas de chaque côté, au niveau de la violence entre cette communi- communauté-là, est-ce que ça reproduit presque au pourcentage les mêmes schémas que du côté homme-femme? C'est une excellente question. Je suis pas spécialiste de la violence. Fait que si on parle de marques de violence concrètes, je suis pas au courant des statistiques, par exemple. Euh, En termes des schémas de violence, je vais dire plutôt symboliques, oui, quand même. On voit que les hommes dans la communauté homosexuelle, je pense que c'était ça votre question, en fait, qui sont plus efféminés, vont recevoir plus de violence dans la communauté, vont avoir tendance à être pris moins au sérieux. À peu près tout ce qu'on voit du côté du féminin, tu sais, l'idée qu'ils sont plus faibles, par exemple, qui sont là pour faire le ménage. Moi, on m'a donné des images qui étaient très, très concrètes. En fait, même que ça m'a surpris, je dois vous avouer, là, pour une recherche qui a été menée en 2024, là, tu sais, on m'a dit, ah, mais tu le sais, les gays qui sont bottom, donc qui sont receveurs dans l'acte sexuel ou qui sont plus efféminés, c'est ce qu'on voulait me dire. Tu connais la blague, souris pas, ça fait bottom. Donc, ne souris pas, ça fait
féminin. Donc, le sourire qu'on associe aux femmes dans la communauté homosexuelle, un homme qui souriait trop, c'était jugé féminin, c'était pas stoïque. Ou, ah, on sait bien, les gays qui sont plus efféminés, ils font le ménage. C'est le genre d'image qu'on dirait pour des femmes aujourd'hui, qu'on serait un peu outré, on serait comme, ben voyons donc que on est encore là-dedans. Ben, il y a quand même ces images-là qui circulent au sein de la communauté homosexuelle. Donc, on voit vraiment que le rapport est un peu le même qu'on voit. Je sais pas si je réponds à votre question, j'espère. J'ai pas malheureusement de statistiques sur la violence en tant que telle. Bon, c'est parfait, merci beaucoup. Merci. Il y a une autre question de Laura, puis je pense qu'on peut la poser maintenant. Puis ça va faire un bon, je pense, un pont là avec les prochaines questions du bloc 2. Dans le fond, quel impact vois-tu à ces normes dans le milieu collégial et universitaire? Puis quel impact ont les normes aussi associées à la masculinité dans ces milieux, chez les étudiants ou autres membres de ce milieu? Puis aussi l'impact de ces normes sur la santé mentale. Là, j'imagine que c'est peut-être pas ta recherche spécifique, là, les milieux universitaires, mais peut-être que tu as des observations à nous partager. Ben non, effectivement, merci d'abord Laura pour la question. J'ai pas étudié ce segment de population-là. Cela dit, on peut quand même ensemble faire le travail d'y réfléchir. Puis donc, si et donc les masculinités changent d'un endroit à l'autre, évidemment, ça veut dire qu'il y a une masculinité qui est attendue en milieu universitaire, qui serait pas la même que sur un chantier de construction, par exemple. Donc, je dirais que il faut faire, tu sais, une image que j'aime beaucoup donner, c'est que, par exemple, moi, je viens du Témiscamingue, donc dans un milieu où la masculinité attendue, la norme dans ce lieu-là, c'était beaucoup, par exemple, de jouer au hockey, d'être agriculteur. C'était très valorisé dans une forme de masculinité. Mais si on est dans un département de philosophie, donc dans le milieu universitaire que tu proposes, ben là, un joueur de hockey agriculteur n'a pas ce qu'il faut pour représenter une masculinité Mhm. qui est, euh, ça a sonné chez moi, ça m'a déconcentré. Il n'a pas ce qu'il faut pour représenter la masculinité attendue. Donc, on pourrait dire, on pourrait réfléchir au fait que dans le milieu universitaire, il y a des codes qui sont attendus. Je pense sûrement de comme d'être dominant intellectuellement, probablement, de monopoliser des espaces de conversation. Sûrement qu'il y a un peu ça qui se joue. Mais comme je dis, c'est à prendre avec un grain de sel. J'ai pas fait cette recherche-là, mais ça serait intéressant effectivement de réfléchir dans le milieu universitaire, quels sont les codes de la masculinité. Parce que dans tous les milieux, il y a une masculinité attendue. Je pense que c'est une super piste de réflexion, là, justement, de voir comme quel type de masculinité s'opère, mettons, dans les milieux universitaires. Puis encore là, ça va changer d'un département à un autre, là. J'imagine que quand tu étudies pour être ingénieur versus en philo, c'est vraiment pas le même type de masculinité non plus. Donc, je pense Puis que ça peut donner des pistes intéressantes. Puis je vois que Sonia a une question. Ça puis va être la j'ajouterais aussi dernière à ça que question pour ce bloc-là. À moins que tu veuilles dire quelque chose, Sonia, tu voulais ajouter? Oui, ben en fait, oui, c'est pas vraiment une question, c'était juste d'amener que finalement, dans les rapports humains, le dominant-dominé, ça joue aussi entre les femmes, pas juste dans le sens que même dans les rapports avec les femmes, deux femmes ensemble, il y a toujours l'aspect dominant-dominé qui peut jouer, puis le masculin se joue aussi à Mhm. travers l'humain finalement. C'est pas juste chez les homosexuels ou les hétérosexuels que je veux amener le point de vue. Puis se dépatriarcaliser, c'est beaucoup le travail des femmes, de ne pas rester sous la dominance, mais c'est aussi sur le travail des hommes, de ne pas rester dans la dominance aussi. Alors c'est mon point de vue expérientiel que j'amène. ben, Sonia, vous volez un peu mes punchs, en fait. Mais effectivement, c'est très super intéressant ce que vous apportez. Puis effectivement, même qu'il y a du travail qui est fait, plus des études queer sur comment, en fait, il y a la masculinité féminine. Donc, ou cette féminité masculine. Je sais plus comment c'est nommé en français, mais comment, dans un monde où on valorise le fait de prendre de l'espace, d'être dans un schéma de domination, par exemple, ben évidemment qu'il y a des femmes qui vont performer ces choses-là pour survivre, pour résister, pour exister dans ce monde-là. Puis il y a même des figures très populaires comme la girl boss, par exemple, cette femme qui est plus autoritaire dans l'imaginaire, qui va prendre l'espace. Donc oui, absolument, il y a ce jeu-là, il y a personne qui échappe à ce système-là, tu sais, comme vous l'avez bien dit. Il y a d'autres questions dans le chat, mais je propose de poursuivre, puis on va y revenir à la fin parce que je pense que c'est des questions aussi qui vont bien se répondre à la fin.
Puis justement, là, on parle de se dépatriarcaliser. Avant d'arriver là, faut aussi comprendre justement ben, l'impact que cette domination masculine peut avoir sur les hommes. Puis comment justement ben, elle se manifeste en fait dans le quotidien des hommes, cette domination masculine. Ouais, ben, tu sais, ça peut avoir l'air gros, là, j'entends, là, tu sais, comme domination masculine. Je pense que, bon, tout le monde ici qui serait peut-être plus familier avec les études féministes sera pas surpris de ça. Mais je pense que, tu sais, il faut voir dans les subtilités que c'est. La domination masculine, c'est pas que les hommes sont toujours dominants. Au contraire, la domination masculine, c'est que ça se joue entre les hommes aussi. Je vais donner un exemple concret de ça, de comment ça se joue dans le quotidien. Il y a un participant à ma recherche qui m'avait dit quelque chose que j'étais comme, je l'aurais écrit qu'on y aurait pas cru. C'est tellement parfait. Il m'a dit, tu sais, moi, quand je suis chez moi, ma masculinité, je la trouve parfaite, là. J'ai pas d'enjeu de masculinité, j'y réfléchis pas. Je me trouve suffisant. Il a utilisé ce mot-là. Je me sens suffisant. Mais c'est quand je sors dehors que je sens que ma masculinité n'est pas suffisante. C'est quand je vois le regard des autres sur moi, quand on me fait sentir pas assez masculin parce que j'aime la littérature, par exemple. C'était un exemple qu'il m'avait donné dans le milieu dans lequel il évolue. Donc, comment ça se vit, la domination masculine? C'est de manière très subtile, toujours dans le quotidien. Puis, euh, c'est de voir aussi le terme de surveillance. Moi, je le trouve intéressant pour réfléchir à ça parce que tous les participants de la recherche m'ont parlé de cette surveillance. Comment, en fait, ils sentaient que les autres hommes surveillaient leur masculinité. Puis c'est quand ils sentaient ce regard-là qu'ils avaient tendance à peut-être performer une espèce de stoïcité, de vouloir, genre, d'être moins authentique. C'est le mot qu'on a utilisé, je pense, à 3 reprises. Euh, Quand les autres hommes m'observent, je me sens moins authentique. Je fais attention à ce que je fais. Je fais attention à pas être trop exubérant. Donc, j'essaie de peut-être cadrer dans une attente de masculinité qui est perçue, tu sais. Donc, cette domination-là, elle se joue entre les hommes, elle se joue sur les femmes. C'est hautement documenté, tout le monde le sait. Mais ce que je voulais visibiliser aujourd'hui, c'est comment ça se joue aussi dans la catégorie des hommes. Ouais, puis je pense on en parle aussi souvent là, justement dans les discussions euh, publiques là, sur le sujet de comment il faut changer, par exemple, le locker room talk, que c'est entre hommes que la façon dont on parle des femmes, par exemple, ou ou comment le patriarcat en fait s'articule dans les milieux masculins, que c'est par des hommes que ça va se défaire, parce que ultimement, les hommes vont se regarder beaucoup plus entre eux. Puis là, moi aussi, je pourrais comme partir sur une une autre lancée, là, donc je vais m'arrêter. Mais comme je pense que c'est super pertinent ce que tu dis, puis ça touche aussi, je pense, comme beaucoup de personnes du milieu de l'intervention, justement, sur la santé mentale des hommes, puis le besoin d'avoir des espaces où les hommes ne se sentent pas jugés par d'autres hommes, parce qu'il y a comme souvent cet enjeu-là. Euh, Puis en quoi est-ce que, ben justement, cette pression à la performance, puis au contrôle émotionnel aussi, là, beaucoup, et à la domination peut nuire à la santé mentale des hommes? Euh, Comme je disais, bon, moi je suis pas formé en santé mentale, mais une chose que j'ai vu beaucoup dans les recherches récentes que j'ai lues, dont une que j'ai trouvée super intéressante sur les adolescents puis le masculinisme. Donc, on s'entend que c'est un sujet qui est très très présent puis qui est très inquiétant en ce moment. Puis il y a une étude qui s'est penchée sur, c'était 150 jeunes adolescents de 4 pays différents. Le Canada en faisait pas partie, mais les États-Unis, oui, l'Australie, donc on est quand même dans des sociétés qui peuvent ressembler aux nôtres. Puis ce qu'on a vu, c'est que les jeunes qui, par exemple, vont commencer à euh, consulter du contenu masculiniste vont avoir leur vision de ce que c'est la masculinité va beaucoup se refermer, va beaucoup devenir très, très rigide. Puis il y a d'autres études qui backent ça aussi, cette idée-là que plus un homme a une idée rigide, fermée de ce que devrait être la masculinité, plus les impacts négatifs vont être grands. Donc, parce que on sent une espèce de pression, une façon dont il faut agir en tout temps, un standard. Vous comprenez à quel point ça devient très, très intense à maintenir. C'est impossible, en fait, ce standard-là, de devoir être riche, de devoir protéger tout le monde, de devoir être quasi agressif dans certains milieux pour prendre sa place. Donc, plus les hommes vont avoir
une vision rigide de la masculinité, plus les impacts vont être négatifs. Je pense que là, c'est peut-être une piste pour les gens qui sont en intervention, que vous faites probablement déjà. Je sais que dans beaucoup d'organismes qui travaillent avec des hommes, c'est un peu ça le travail qui est fait, tu sais, puis c'est tellement important, mais de défaire un peu cette idée-là qu'il y a juste une forme de masculinité. Puis, je divague un peu, mais je trouve ça pertinent aussi à nommer sur la recherche sur le masculinisme puis les adolescents, parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même très pertinent en ce moment. On voyait aussi que les adolescents qui allaient adhérer à des normes, qui vont adhérer au message masculiniste, vont avoir des impacts positifs à court terme parce que ça va venir répondre à des questions, à des peurs. Tu sais, on est adolescent, on ne sait pas par où, on sait pas on est qui, on ne sait pas par où se diriger, on ne sait pas comment agir. Donc, le fait que les messages masculinistes, qui sont problématiques et très violents, viennent répondre à cette inquiétude-là, venaient diminuer un certain stress, donner de la confiance. Cela dit, ce que fait que là, c'est là qu'on comprend pourquoi c'est difficile d'en sortir au début. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à long terme, les impacts sont beaucoup plus négatifs que quelqu'un qui n'adhère pas. Parce que ce que ça va faire, c'est que bon, ça va rigidifier l'idée d'une masculinité, ça va aussi enfermer, le réseau social se réduit énormément pour les jeunes garçons qui vont adhérer aux idées masculinistes. Ça va aussi créer de la colère beaucoup envers les femmes. On connaît ce message-là, comment il est dirigé contre les femmes. Donc, ça, je trouve que en intervention ou en relation avec des jeunes garçons ou des hommes qui adhèrent à ces messages-là, c'est intéressant de comprendre qu'au début, il y a une euphorie parce que ça vient créer du positif dans leur vie, mais c'est sur le long terme que ça devient problématique. Donc, je pense que c'est quand même des clés de compréhension intéressantes. Ouais, ça répond clairement à un besoin d'être entendu ou même comme Et un enjeu compris. aussi qui a été beaucoup soulevé là, dans la littérature par rapport aux communautés en ligne reliées au masculinisme, c'est que ça crée un sentiment d'appartenance aussi parce que comme ben, ils se retrouvent entre hommes qui ont les mêmes intérêts comme le gym, la religion par exemple aussi prend beaucoup de place dans ces réseaux-là, ce qui peut justement ben, apporter un certain soulagement sur le coup, mais qui à long terme peut avoir des effets néfastes, notamment sur la demande d'aide, puis l'expression de la détresse, entre autres parce que ben il y a le mythe de l'homme fort ou de l'homme ben, l'homme provider, donc l'homme qui doit prendre soin de sa famille, prendre soin de ses proches, donc qui n'a pas le droit de montrer de faiblesse. Ben en fait, comment est-ce que ça impacte justement négativement l'expression de la détresse puis de la demande d'aide en santé mentale chez les hommes? Ben évidemment, j'ai pas de chiffres sur comment ça Mhm. impacte la capacité à aller chercher de l'aide. Cela dit, ce que je dirais, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que ça finit par enfermer parce qu'on a l'impression qu'on doit tout faire tout seul. Puis ça aussi, c'est un mécanisme de reproduction de la masculinité. Parce que moi, une de mes fascinations en recherche, c'est l'apprentissage de la masculinité, le maintien. Parce que plus que la masculinité, c'est un rôle social qui est appris puis qui est maintenu, ça veut dire que dans le quotidien, on le réapprend puis on le remaintient. Il y en a Donc, qui n'ont plus, mais un genre de petit rouleau. Ah, il y a un micro qui est ouvert. Merci. euh, euh, donc, euh, Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est ça, c'est que cette idée-là d'une masculinité qui est rigide, ça vient toujours enfermer, ça enlève la capacité à aller chercher de l'aide parce qu'on a l'impression qu'on doit être tout seul. Puis l'idée où j'en venais, en fait, c'est que un des mécanismes de maintien de la masculinité, c'est l'individualisation. Mhm. C'est l'idée qu'on est seul contre tous. Puis ça, c'est même, je veux dire, marketé. C'est même dans l'idée populaire du self-made man, du loup solitaire. Tu sais, l'homme qui tout seul réussit à passer à travers tout. Ben ça, c'est un mécanisme de maintien d'une masculinité rigide parce que c'est cette idée-là qu'on doit tout faire tout seul. Donc, encore une fois, c'est des idées d'une masculinité qui est très, très fermée. Donc, quand on réussit à travailler sur, ben non, tu sais, ta masculinité, elle est la même que d'autres personnes. Puis si on réussit à créer des espaces, puis il y en a plein de gens ici sûrement qui le font, des espaces où les hommes réussissent à être en communauté de manière non dans l'attaque, non dans cette maintien de masculinité-là, bien là, ça vient défaire d'une certaine façon ce système-là. Merci beaucoup. Ben, je vois justement qu'il y a plein de monde qui partage des ressources dans le chat, là. Donc, moi, j'ai pas le temps d'aller tout regarder tout de suite, mais j'invite les gens à aller voir aussi, là, pour ces ressources-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, je suggère de tout de suite passer aux dernières questions du bloc 3. Comme ça, après, on peut se garder
un moment pour les questions puis la discussion parce qu'il y avait des questions tout à l'heure dans le chat qui étaient pertinentes, puis je suis sûre qu'il va en avoir plus qui vont s'ajouter. Euh, Tu as commencé déjà là, à mentionner des pistes, justement, des premières étapes pour désapprendre la domination masculine, comme par exemple avoir des espaces où on peut s'imaginer une masculinité qui est pas si restreinte, par exemple. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres suggestions de premières étapes justement pour désapprendre cette domination masculine ou tout à l'heure tu parlais là, de masculinité spectaculaire? J'ai bien aimé ce terme. Donc, comment est-ce que tu as d'autres exemples de premières étapes qu'on pourrait entreprendre? C'est la grande question, hein? Comment on réussit à travailler là-dessus? Même moi, j'y travaille à tous les jours, puis c'est beaucoup de choses à, c'est beaucoup de choses à défaire lentement. Je pense qu'une piste qui était... Parce qu'il faut aussi prendre les gens où ils sont, évidemment. Tu sais, fait que si par exemple on tombe sur quelqu'un qui a vraiment cette impression que la masculinité, c'est dans ses veines, puis que c'est biologique, puis que son attitude, son agressivité ou peu importe, c'est parce qu'il est un homme de corps, ben c'est sûr qu'on part pas de la même place que quelqu'un qui est déjà un petit peu plus au courant de sa propre masculinité, des façons dont ça... Il faut prendre les gens où ils sont, évidemment. Je pense que pour rendre visible ce système-là, je pense que c'est une des premières choses qu'il faut faire. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est de le visibiliser en disant, ben, toi, ta masculinité, c'est une question que j'ai posée dans ma recherche, mais que j'aime poser à des gars ou des hommes dans mon quotidien avec qui je parle de mon sujet. Dans quels espaces est-ce que tu sens que tu es assez masculin, que ta masculinité, elle est suffisante, que tu es à l'aise dans ta masculinité? Puis dans quels espaces tu sens que c'est pas assez, que ta masculinité est... faut que tu performes autre chose, que tu n'es pas à l'aise. Puis déjà, ça vient amener l'idée de comme, oh, dans le fond, ta masculinité n'est pas toujours suffisante. Ça change, ça bouge selon les endroits. Puis ensuite, porter le regard sur quelles attitudes ou comportements on va mobiliser dans des espaces où notre masculinité n'est pas suffisante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puis souvent, c'est pas d'attaquer. Le but là, de la masculinité, c'est pas toujours d'attaquer, de dominer l'autre de manière violente. Ça arrive, évidemment, mais c'est plus souvent dans une espèce de survie, dans une espèce de volonté de se protéger. Puis, il y a certains comportements masculins qu'on va avoir tendance à performer dans les espaces où on se sent moins bien, qui vont nous isoler, qui vont nous empêcher d'entrer en contact. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, moi, quand je vais au gym, je suis plus stoïque. Ben, c'est sûr que je suis pas la personne la plus agréable à aller discuter, là, parce que justement, je performe quelque chose de très fermé pour me protéger dans un milieu dans lequel je suis moins à l'aise. Donc, quand on lève un peu le voile sur notre performance masculine, notre façon de s'adapter, ben, je pense que ça permet de rendre visible des comportements, puis de mieux comprendre aussi comment ça se vit dans le quotidien. Donc ça, je pense que c'est déjà une stratégie qui est intéressante, tu sais. Merci beaucoup. Puis justement, ben, est-ce que tu aurais comme des espaces ou des initiatives inspirantes qui existent, dans le fond, pour favoriser l'expression émotionnelle puis la vulnérabilité chez les hommes que tu pourrais nommer ou comme des initiatives aussi dans l'expression d'une masculinité plus saine, entre guillemets? Ben là, tu mets un peu en dessous de l'autobus, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont présents ici, qui travaillent là-dessus, qui offrent déjà ces espaces-là puis ces services-là. Puis évidemment, je les connais pas tous, là. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain. Moi, je vais peut-être me diriger sur quelque chose que j'observe plus, parce que, comme je disais, moi, je suis pas spécialiste en intervention, mais je pense que les discussions dans l'espace public, c'est là aussi qu'il y a un gros travail à faire, Mhm. de peut-être visibiliser les masculinités au pluriel, de comprendre un peu mieux comment cette masculinité-là se vit dans le quotidien. Mais sinon, tu sais, ouais, j'ai comme discuté à nommer parce que, comme je dis, je suis sûr qu'il y a plein de gens ici qui le font. On pourrait nommer tous et toutes vos organismes. Tu sais, moi, il y a. Je connais Maison Haïti à Montréal, qui a le projet GA, par exemple, qui sont super cool. Il y a des hommes qui changent, qui essaient de visibiliser des modèles qui, eux, nomment comme positifs de masculinité. Mais je vais nommer peut-être un projet que j'ai vu, puis que j'espère qu'on pourrait. Puis si vous en avez un projet comme ça, dites-le moi, là, je suis en admiration devant vous. Mais il y a un projet en Australie que j'aime beaucoup qui s'appelle The Man Cave. Puis c'est un projet que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est ils donnent des ateliers dans les écoles en groupe non mixte. Donc seulement avec les garçons. Puis je pense que c'est 3 fois 2, 3 heures. Puis
ils viennent créer des espaces chez les adolescents à un moment qui est critique de partage. Donc ça, on le voit souvent dans des hommes qui ont des enjeux rendus dans la vie adulte, mais en prévention, je trouve que c'est pertinent quand même d'aller voir des ados puis de faire ce travail-là, de créer des espaces de communication à l'adolescence. Puis eux le font super bien, puis ils sont aussi très très bons sur les réseaux sociaux, là. Ils font de très bons contenus, je trouve, pour aller rejoindre les jeunes. Fait que ça, c'est un projet que j'aime beaucoup, mais je suis sûr qu'il y en a plein au Québec que je connais pas encore, là. Donc voilà. Merci beaucoup, mais genre, de toute façon, je te demandais des initiatives selon ton expertise, donc c'est vraiment correct. On vient tous de différents endroits, donc des fois, on a des idées. Puis je pense que l'idée d'avoir justement des meilleures représentations aussi dans les médias, puis une plus grande diversité, c'est bien sûr comme un aspect vraiment essentiel. Puis la dernière question à 1000 $, c'est comment est-ce qu'on peut mieux impliquer, dans le fond, les hommes dans la lutte pour l'égalité de genre sans les culpabiliser, là? Tantôt, on disait que qu'on parle de masculinité toxique, souvent, ben, ça crée comme un frein directement parce que ben, il y a personne qui veut s'associer à quelque chose de toxique. Donc, souvent, on ferme la discussion est fermée directement quand on parle de masculinité toxique. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux intégrer les hommes justement dans la discussion euh, sans qu'il y ait ce sentiment automatiquement d'attaque ou de culpabilisation? Mais je pense qu'il faut déjà reconnaître son rôle dans ce grand travail-là. Tu sais. Je pense que souvent, les gens qui ont un lien intime avec un homme, ça va être plus simple d'amener des discussions où il y a déjà un contexte qui est qui mène à la vulnérabilité. Après, ben, évidemment, les espaces de discussion entre hommes, c'est un espace tellement important où les hommes peuvent baisser la garde entre eux. Sinon, moi, quelque chose que j'aime beaucoup dire dans le message, c'est il faut reconnaître la violence qui est vécue par les hommes dans ce système-là, tout en prenant responsabilité aussi pour la manière dont on maintient à notre échelle ce système-là, tu sais. Fait que je pense que c'est à la fois moi, ce que j'aime beaucoup faire avec des hommes que je rencontre, c'est d'abord commencer par leur faire voir comment ce système-là les impacte. Comment ce système-là vient par créer des expériences négatives dans leur vie aussi. Mhm. Puis ça, je trouve que ça permet de faire comme, ah, dans le fond, je fais partie de ce système-là. Il m'affecte aussi. Donc déjà, on prend un peu la position qu'on a là-dedans. Ça, je pense que c'est une première étape. Je pense que c'est de faire, regarde, toi aussi, tu perds à ça. Puis moi, j'y crois fermement avec les recherches que je mène, que euh, le système-là donne des privilèges. Les hommes reçoivent des privilèges parce qu'ils sont des hommes, évidemment, mais que les coûts sont plus élevés. Je pense que les coûts de leur santé, les coûts de leur capacité à entrer en contact, les lieux qui sont peut-être plus hostiles à des hommes qui sont dans une masculinité différente, ce coût-là, il est plus élevé, selon moi, que le privilège qui est reçu, sans vouloir invisibiliser les privilèges qui sont nombreux, on s'entend tous et toutes. Donc, je pense que d'abord, c'est de montrer la violence que les hommes reçoivent de ce système-là, puis ensuite de faire, une fois que ça c'est présent, OK, maintenant regardons quelles sont notre responsabilités entre hommes. Puis c'est pas tout le temps, tu sais, je veux dire, on a encore une fois cette idée-là d'une masculinité qui est très, très violente, mais c'est aussi de faire, est-ce que toi, tu poses des questions de relance à tes amis de gars? Tu sais, est-ce que toi, tu es à l'aise de recevoir des confidences de leur part? Est-ce que tu inities des conversations, tu sais? Puis c'est de voir comment on peut, à notre échelle, défaire ce système-là, permettre, tu sais, est-ce que toi aussi, des fois, tu fais le comme, ben voyons donc, tu sais pas ça, ou voyons donc, tu es un gars puis que tu pas capable de faire ça. Ça, c'est des rappels à la masculinité qui sont là dans le quotidien. Puis je pense qu'on peut se responsabiliser à essayer de ne pas les reproduire, tu sais. Donc, il y a tout ça en même temps. Puis encore une fois, en disant qu'on a tous des rôles différents. Donc voilà, je pense qu'on déjà ça, c'est une belle étape reconnaître la violence qu'ils subissent, mais aussi se responsabiliser dans le maintien des masculinités. Merci beaucoup. Ouais, je pense que c'est vraiment la clé là, de faire comprendre que ça a un impact aussi sur leur santé et leur bien-être, définitivement. Bon, là, le chat s'active, donc on va passer à la période des questions. Je vois qu'il y a comme plein de ressources partagées, puis il y a beaucoup de monde aussi qui pose des questions sur ta recherche, Sony. Donc, moi, ce que je suggère de faire, c'est que si tu as des liens vers des articles que tu as écrits ou par exemple ton mémoire, peut-être tu peux me l'envoyer. Puis moi, dans le courriel de remerciement de participation, je mettrai les liens. Comme ça, tout le monde va les recevoir. Pour mon mémoire, il y a des enjeux administratifs. Ça fait longtemps qu'il est déposé final, mais il n'est toujours pas publié sur le site. Ça s'en vient.
Donc, j'ai malheureusement pas de lien à vous donner encore. Ça fait quelques mois qu'on attend qu'il soit sur le site, donc quelques semaines. Donc, vous pourrez y avoir accès éventuellement. Mais oui, après ça, je donnerai d'autres liens si jamais vous voulez poursuivre les Ouais. réflexions. Peut-être même juste donner le titre, peut-être comme ça les gens pourront faire leur propre recherche par la suite. Parce que oui, c'est vrai que c'est long des fois avant que ça soit mis en ligne et Euh, disponible. voilà. Je fais un petit tour des questions, voir il y en a qui ont comme déjà été répondues. Mais Caroline demandait ben, comment faire pour accueillir les hommes de manière à ce qu'ils acceptent de vivre leur masculinité de manière honnête et vulnérable, sans se sentir insécurisés. Je pense qu'on a quand même répondu à la question, mais je sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose. Que ça se fait sur le temps. C'est Que ça. ça prend du temps, je pense. Puis là, je parle en dehors de recherche. Là, je veux dire, j'ai pas fait de recherche là-dessus, donc c'est important pour moi de le nommer. Là. Mais l'impression, le feeling que j'en ai, c'est que ça prend du temps parce qu'il y a tellement d'années de maintien. Moi, l'image que j'aime donner, c'est comme si toute notre vie, il y a comme une clôture qui est électrique, puis qu'à chaque fois qu'on a voulu exprimer une émotion, souvent, on essayait de passer la clôture puis de montrer des émotions, puis là, on était électrocuté. C'est comme si, puis ça, c'est des petites affaires, comme, tu sais, moi, je me souviens de me faire dire, ben voyons donc, voyons, t'es correct, là, arrête de sentir comme ça, ou comme, ah, ça va passer. Puis ça, c'est des choses qui, à chaque fois, ramènent dans une masculinité. Fait qu'à un moment donné, même si on est dans un lieu qui est sûr que la clôture n'est plus électrique, pour garder cette image-là, ben on n'a plus envie d'aller de l'autre côté parce qu'on sait que ça se peut qu'on ait une réponse qui est violente ou qu'on ait de la honte. Donc, je pense que ça prend du temps à venir regagner cette confiance-là, mais c'est hautement politique de donner des espaces de vulnérabilité aux hommes, c'est vraiment important. Donc, il faut continuer à faire ce travail-là. Tout à fait. Il y a une question, je pense qu'elle est un peu dure à répondre, là, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'au final, les hommes ressentent plus de pression de la part de la société que les femmes, ou est-ce que les femmes ont plus une pression d'apparence, puis les hommes une pression d'attitude? Euh, bonne question. Je pense que ce système-là nous impacte toutes et Mhm. tous. De manières qui sont différentes, cela dit. Mais oui, puis tu sais, tantôt on a parlé que les femmes aussi ils veulent performer une certaine forme de masculinité. Je pense qu'on est tous pris là-dedans. Je pense que la violence envers les femmes, elle est vraiment extraordinaire. Elle est très, très présente, puis je pense qu'elle est très visibilisée aussi, pas assez, toujours. Mais les hommes aussi, je pense que des fois, on oublie le lien que c'est leur masculinité qui fait en sorte que, tu sais, il y a des hommes qui tuent des hommes à tous les jours, là. Puis c'est souvent dans l'honneur ou la honte ou des choses comme ça, tu sais, fait que je pense qu'il faut venir visibiliser comment les hommes aussi sont affectés, puis faire des liens avec les réalités qu'ils vivent, puis la violence qu'ils perpétuent, puis leur masculinité. Fait que après ça, moi, j'aime mieux ne pas comparer parce que je vais pas mettre qui est plus violenté que l'autre. Je pense que, cela dit, c'est un système qui donne plus de privilèges aux hommes qu'aux femmes. Donc ça, c'est sûr que ça prend en considération. Mais comme je disais, c'est des privilèges qui viennent à un fort coût. Fait que c'est une question épineuse, mais je pense que tout le monde est affecté par ce système-là. Puis que c'est quand on va adresser comment tout le monde en fait partie qu'on va réussir à peut-être un Mhm. jour le retirer, c'est mon plus grand rêve, mais le diminuer, en tout cas, à tout le moins. Tout à fait. Je pense qu'il faut pas essayer de comparer les groupes non plus parce que justement, on fait juste comme renforcer le clivage puis l'opposition qui est déjà assez présente. Donc, au contraire, le montrer que ça impacte tout le monde, mais de façon différente. Une autre question. Avez-vous travaillé sur l'impact de l'éducation genrée masculine sur le développement des compétences psychosociales des garçons, hommes et personnes éduquées comme telles? J'ai pas mené de recherche sur ce sujet-là. Je pense qu'à la fin de mon doctorat, je risque d'avoir des données qui vont être pertinentes là-dessus parce que je vais étudier comment les adolescents apprennent la masculinité, comment c'est maintenu, puis quels impacts ça va avoir sur leur parcours dans la jeunesse. Mais je les ai pas encore, ces données-là. Ça va venir dans les prochaines années. Cela dit, des choses que j'ai lues, des recherches que j'ai lues qui sont vraiment, que j'ai trouvées super pertinentes, c'est qu'il y a il y a un moment où on arrive dans l'adolescence où les hommes qui avaient une très grande littératie émotive, souvent grâce au milieu familial, grâce aux parents qui travaillent beaucoup là-dessus, vont arriver vers 10, 11, 12 ans, pardon, et puis là, la littératie émotive va diminuer. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que, là, on est beaucoup dans la sociologie, évidemment, mais le cercle social des pairs, des amis à l'école ou
pas nécessairement des amis, mais des collègues d'école, devient plus important dans l'identité que la famille. Donc, l'impact de ce groupe-là va être plus grand sur la capacité émotive et de se concevoir dans les émotions, de plonger là-dedans, que ce qui a été appris avant. Fait que ce qu'on voit, c'est que dans les études que j'ai lues, puis c'était surtout les études en psychologie, je dois vous avouer, c'est que la littératie émotive, la capacité à se représenter, à parler de ses émotions diminuait, rendu à 10, 11, 12 ans. D'ailleurs, c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'isolement puis des problèmes qui vont se vivre. Cela dit, quand le travail a été quand même bien fait dans l'enfance ou qu'on a beaucoup travaillé dessus dans l'enfance, on voit dans les études que ça a tendance à remonter, rendu à l'âge adulte. Donc, il y a comme une période où il y a une perte de contact, puis ça va remonter plus adulte. C'est pas pour tout le monde, c'est pas dans tous les contextes, mais la tendance où la littératie émotive diminue, c'est quand même propagé, là. Merci pour cette réponse, puis ça va juste forcer les gens à suivre ta recherche, puis à voir ça va être quoi les résultats de ton doctorat. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Il y a beaucoup de monde dans le chat qui mentionne la Journée québécoise de santé et bien-être des hommes. Je pense qu'il commence le 10 novembre, qui est le 10 novembre prochain, là. Donc, je pense que ça va être quelque chose à suivre aussi. Il y a plusieurs remerciements. Une question de Sonia qui demande en quelques mots, une masculinité heureuse, ça peut ressembler à quoi? Quelles seraient ses forces? Grande question aussi. C'est une grande question, effectivement, tu sais, puis après ça, on peut se demander n'importe qui d'heureux, tu sais, le bonheur, c'est quand même un C'est sujet quoi le difficile. bonheur, là? Exactement. Cela dit, et là, c'est dans ma perspective, je pense qu'il y aurait plusieurs excellentes réponses à cette question-là, mais dans ma perspective sociologique, féministe, j'aurais tendance à dire que c'est un homme qui est capable de se représenter en tant qu'humain avant d'être un homme. Dans le sens où c'est une personne qui prend soin des autres, puis c'est pas nécessairement attaché à une idée de masculinité. Parce que l'enjeu avec l'idée de la masculinité, il est tellement représenté, on a tellement une idée forte de ce que ça peut être, puis ça rentre tellement dans un espèce de conflit entre masculin et féminin, que je pense que lorsqu'on réussit à juste avoir une masculinité qui est très, très flexible, qui est très capable d'adapter, puis que c'est pas, on n'a pas besoin de prouver qu'on est dans une masculinité. Donc là, ça vient avec l'idée de comme, ben moi, je suis une personne qui prend soin des autres, puis oui, je suis un homme qui prend soin des autres, mais c'est pas nécessairement parce que je veux prouver que ma masculinité est là, tu sais. C'est pas nécessairement attaché, ou en tout cas, il y a cette idée-là que la masculinité, elle est très, très flexible, puis tu sais, j'ai lu une étude super intéressante sur les hommes à la maison. Les pères qui restent à la maison, qui donc prennent la place de père au foyer, puis que pour eux, ça comme venait un peu chambouler leur idée de la masculinité. Puis pour eux, c'était juste comme, ben moi, je suis un père au foyer, puis ça dit rien en fait de ma masculinité. C'est juste que je suis un bon père, je suis bon là-dedans, je prends soin de mes enfants, je prends soin des autres. Puis ça venait comme un peu défaire cette idée-là de comme, ah ben, je suis-tu plus ou moins masculin parce que je reste à la maison? C'était juste comme ils sont des pères, des humains qui prenaient soin. Fait que ça, je trouvais ça intéressant quand même. Donc, c'est quoi une masculinité heureuse? Je pense que c'est une masculinité qui est flexible, qui a pas besoin de s'attacher à quelque chose pour exister, pour se prouver, en fait. Mais après ça, on a dit que dans les contextes, des fois, on nous demande de l'incarner. Fait que c'est difficile aussi à gérer, mais je dirais que c'est une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup. Je pense que ça clôt bien le webinaire d'aujourd'hui, justement, sur la question du sentiment juste de comme être un être humain à part entière et qui est reconnu aussi comme tel. Puis ça touche aussi la question de la santé mentale parce que justement, ben, une des revendications de la CSM, c'est justement de faire en sorte que la santé mentale, c'est-à-dire le droit au bonheur, là, le droit de ressentir du plaisir au quotidien, puis d'aimer sa vie, de profiter de la vie, ben c'est justement un droit humain auquel on aurait tous droit. Euh, un peu de la même façon que ben, une masculinité saine serait une masculinité justement qui permet ça, qui permet de faire l'expérience de l'humanité au-delà des cases dans lesquelles on essaie de mettre les gens. Donc, merci beaucoup, Sonny, pour ta participation. Je pense que tu avais quelques éléments que tu voulais partager avec nous avant qu'on se quitte. Ben oui, si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous voulez continuer à y réfléchir, moi j'ai un site web avec quelques services, puis je mets mes interventions médiatiques aussi, donc sonnycarpentier.com, très simple. J'ai aussi des conférences, si c'est le genre de choses qui vous intéressent dans votre organisme ou dans d'autres contextes.
J'en ai une pour les écoles du secondaire, des ateliers dans les écoles secondaires sur les stéréotypes de genre. Puis j'ai aussi ma conférence qui est Masculinité 101, où je vais un peu plus loin que ce qu'on a aujourd'hui, parce que vous comprendrez que je pourrais en parler vraiment longtemps. Donc, qui peut être utilisé dans plusieurs contextes. Donc, si ça vous intéresse. Puis aussi, je fais partie de la chaire de recherche Erika de l'UQAM. Puis on fait une recherche présentement qui n'est pas ma recherche doctorale, mais une recherche qui devrait avoir des résultats d'ici la fin de l'année 2026 sur la perception des hommes hétérosexuels de l'intimité puis des relations amoureuses. Donc ça, c'est super Mm. intéressant dans le dating, comment la masculinité affecte les hommes dans le dating, puis leur représentation des relations amoureuses. Fait que ça aussi, si ça vous intéresse, suivez la chaire Erika, puis vous allez avoir des résultats d'ici la fin 2026. Puis ben, sinon, moi, mon travail ben, sur les adolescents, ça va être un petit peu plus loin parce que c'est long, un doctorat. Mais voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'est toujours galvanisant Merci. de voir l'intérêt pour ce sujet-là, puis des échanges qui sont nuancés. Merci beaucoup. T'as plein d'applaudissements, puis t'as plein de merci dans le chat aussi. Puis nous, on vous invite à remplir notre formulaire aussi d'appréciation pour nous dire comment vous avez trouvé ce webinaire, nous donner vos commentaires pour qu'on puisse améliorer nos prochains également. Puis on vous donne rendez-vous le 20 novembre prochain pour notre prochain webinaire qui va être avec Sonia Dupéré qui a posé une question, donc vous l'avez vu. C'est un webinaire qui va être hybride, donc à nos bureaux et également en ligne. Donc, merci beaucoup. Puis, si vous voulez partager cette conversation aussi, on va la mettre gratuitement sur notre page YouTube assez rapidement, là. Donc, vous allez pouvoir le partager ou même le réécouter si vous le souhaitez. Donc, merci tout le monde pour votre participation, vos encouragements, vos questions aussi. C'était vraiment super. Merci, Sony. J'ai adoré cette conversation. Je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures. Donc, on va suivre ta recherche avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.